Les œuvres de Léonard de Vinci, elles ont toujours été une source de mystère, pas vrai? Chaque peinture, chaque dessin semble cacher un message secret. Et si, après 5 siècles, l'un de ses plus célèbres croquis était sur le point de nous livrer son secret? Allez, on plonge ensemble dans cette énigme. C'est un peu la marque de fabrique de Léonard. Il adorait jouer avec les apparences. Il suffit de penser au sourire de la Joconde ou au globe de cristal du Salvator Mundi qui défie les lois de la physique. Avec lui, rien n'est jamais laissé au hasard, chaque détail compte. Et il se pourrait bien que l'une de ses œuvres les plus célèbres soit aussi sa plus grande énigme. On parle bien sûr de l'homme de Vitruve. Depuis sa création autour de 1490, ce dessin est vu comme le symbole de l'harmonie, des proportions idéales du corps humain, la perfection géométrique appliquée à l'anatomie. C'est l'image que tout le monde a en tête. Mais voilà, cette perfection repose sur un secret et peut-être sur une énorme erreur d'interprétation. Bon, rentrons dans le vif du sujet, parce que derrière cette image d'harmonie parfaite se cache une petite anomalie mathématique qui titille les experts depuis des siècles. La théorie qu'on entend partout, c'est que Léonard aurait utilisé le fameux nombre d'or, 1,618, pour son dessin. Cette divine proportion aurait servi à diviser le corps au niveau du nombril pour atteindre une beauté universelle. C'est la version officielle, en tout cas celle qu'on nous raconte depuis 500 ans. Et c'est là que ça coince. Quand on mesure très précisément le dessin original, eh bien les rapports ne donnent jamais exactement 1,618. La différence est minime, mais elle est là. Et quand on connaît la méticulosité de Léonard, on se dit que ce n'est pas une simple erreur. Si le ratio est différent, c'est qu'il a forcément suivi une autre logique. Et c'est là qu'un nouveau suspect entre en jeu. Un chercheur, Rory McSweeney, propose une théorie complètement différente. Pour lui, le vrai code du dessin n'est pas le nombre d'or, mais un autre nombre, très proche, le ratio tétraédrique, 1,633. Un changement qui paraît infime, mais qui change absolument tout. Pour piger cette théorie, il faut complètement changer de perspective. Il faut arrêter de voir ce dessin comme une simple image plate, en 2 dimensions. Il faut se souvenir de qui était vraiment Léonard. Pas juste un peintre. C'était un ingénieur, un architecte, un anatomiste, un esprit universel qui pensait en volume. Pour lui, le corps humain n'était pas une surface plane, mais une structure complexe, en 3 dimensions. Et le secret, il serait justement là, dans cette vision 3D. Alors, c'est quoi ce fameux ratio tétraédrique ? En fait, ce n'est pas un chiffre sorti de nulle part. C'est un principe fondamental qui gouverne la façon dont la matière s'organise dans l'univers. Le mot-clé ici, c'est l'efficacité. Le ratio tétraédrique, c'est la signature mathématique de l'organisation la plus stable et la plus compacte qu'on puisse imaginer. C'est un peu la recette qu'utilise la nature pour construire des choses solides. Pour visualiser, c'est très simple. Imaginez 4 balles de tennis. Si vous essayez de les empiler de la manière la plus compacte possible, elles vont naturellement former une petite pyramide. Eh bien ça, c'est un tétraèdre. Et le rapport mathématique qui définit cette forme parfaite, c'est 1,633. Et cette forme, on la retrouve absolument partout. C'est la structure des atomes de carbone dans un diamant, des cristaux de silicium dans nos puces d'ordinateur, des liaisons dans une molécule d'eau, et même de la coque de certains virus. C'est vraiment la signature de la stabilité dans la nature. D'accord, mais quel est le rapport avec un dessin du XVe siècle? Eh bien la preuve, selon McSweeney, elle était juste là, sous nos yeux, dans les notes que Léonard a écrites de sa propre main sur le dessin. Voilà l'indice crucial. Dans ses annotations, Léonard écrit noir sur blanc que si on écarte les jambes, l'espace entre elles doit former un triangle équilatéral. Ce n'est pas une suggestion, c'est une instruction géométrique hyper précise. Et c'est ça qui a tout déclenché. Alors, en se basant sur ce triangle, McSweeney a tout simplement refait les calculs. Et là, surprise. Le résultat obtenu n'était pas 1,618, mais une valeur beaucoup plus proche de 1,633, le fameux ratio tétraédrique. La géométrie décrite par Léonard menait directement au code de la nature. C'est fou, non? Tout était là dans les propres mots du maître. Il suffisait de le prendre au pied de la lettre et de suivre ses instructions pour trouver une logique complètement nouvelle, bien plus profonde que celle du nombre d'or. Si cette découverte est validée, elle ne change pas juste notre lecture de ce dessin, elle redéfinit complètement l'étendue du génie de Léonard de Vinci. Et pour montrer que ce n'est pas juste une coïncidence, McSweeney fait un parallèle assez bluffant avec une autre partie de notre anatomie, notre propre mâchoire. C'est un concept qu'on appelle le triangle de Bonne-Will. Ce triangle, qui a été décrit bien plus tard, au XIXe siècle, montre que notre mâchoire est construite sur cette même logique d'efficacité, une structure triangulaire qui maximise la force de morsure. C'est la nature qui applique encore et toujours le même principe de design optimal. Et on en arrive à la conclusion finale. L'homme de Vitruve n'est pas juste un idéal de beauté,
C'est un véritable traité scientifique, une des premières études sur la biomécanique. Léonard y montre que le corps humain est régi par les mêmes lois physiques que les cristaux ou les molécules. Il faut vraiment se rendre compte à quel point cette idée était radicale pour l'époque. Suggérer que le corps humain, considéré comme une création divine, obéissait aux mêmes lois que le reste de la matière, c'était une pensée incroyablement moderne et même dangereuse. Ça frisait carrément l'hérésie aux yeux de l'Église. Finalement, cette nouvelle lecture nous donne une image encore plus fascinante de Léonard, un homme qui n'a pas seulement dessiné la beauté de son époque, mais qui a anticipé les principes scientifiques de la nôtre, un pied dans la Renaissance et l'autre déjà loin dans le futur. Et ça nous amène à nous demander combien d'autres secrets de ce genre se cachent encore dans ses œuvres, attendant juste qu'on pose la bonne question.